Bonjour tout le monde, on va patienter quelques instants que d'autres participantes se connectent. Merci d'être avec nous. Mélissa vient de me texter comme quoi son ordi a redémarré quand elle s'en vient. Euh, donc je vais commencer par une petite remarque d'introduction. Euh, donc bonjour à tout le monde, on est aujourd'hui c'est le dernier panel des dialogues pour le climat. On est super contente de vous accueillir aujourd'hui. Donc, avant toute chose, même si cet événement il est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de d'échange et de rencontre entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins personnellement aujourd'hui et qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Donc, euh, vous allez pouvoir avoir, si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui a été mis dans le chat, pardon. Donc, comme je le disais, c'est la dernière journée de la COP, c'est la dernière journée des dialogues pour le climat. Les dialogues pour le climat, c'était 2 semaines de rencontres intersectorielles qui se sont déroulées en même temps que les dates de la COP 28. Et donc, on a vraiment beaucoup échangé, on a appris plein de choses, c'était super intéressant. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces panels en ligne sur notre page YouTube que je vous mettrai par la suite dans le chat, donc n'hésitez pas. Puis aujourd'hui, notre panel porte sur les systèmes alimentaires durables pour le Québec. Donc, on est très content de pouvoir avoir un panel sur cette thématique-là. Au niveau du fonctionnement du panel, ben, l'événement il est enregistré, donc gardez ça en tête si vous n'êtes pas confortable avec cette dimension-là du panel. Et évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat tout au long du panel. N'hésitez surtout pas à le faire. Euh, on va y répondre pendant la période de questions qui sera allouée plutôt à la fin du panel. On aura 15-20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Et sans plus tarder, je passe la parole à Jamie Ledvaitis qui est coordinateur de l'engagement régional pour le Québec au projet de la réalité climatique Canada. Allô, Jamie. Allô, merci Marie. OK, bonjour tout le monde. Comme Marie l'avait dit, là, je suis coordonnateur de l'engagement régional pour le projet de la réalité climatique, qui est l'ONG qui présente le panel aujourd'hui. Euh, mais au-delà de ça, je suis aussi maraîcher, fermier. Je travaille aussi sur des initiatives de préservation de semences ancestraux. Puis on gère, c'est ça, une ferme maraîchère qui fait beaucoup de fruits et légumes. Puis aujourd'hui, on se rencontre pour parler de ça, parler de la bouffe puis de l'agriculture. C'est un sujet assez important. Je pense que ça va de soi, hein. On mange tout, on a besoin de la bouffe. C'est aussi un secteur de l'économie assez massif, assez important au Québec et à travers le monde. Puis quand on parle de changement climatique, on parle de son effet sur l'agriculture. C'est souvent un sujet de discussion quand on parle des changements climatiques, mais on peut aussi parler de l'effet de l'agriculture, des systèmes agroalimentaires sur les changements climatiques, parce que ça a un rôle à jouer dans la cause, dans la source. Et donc, quand on parle de cadre mondial, comme les cadres qui sont négociés aux instances internationales telles que les COP, euh, on va devoir parler de l'agriculture, de parler pas nécessairement de comment il faut changer nos moyens agricoles, changer nos techniques, mais aussi parler de nos priorités, de nos besoins, puis comment est-ce qu'on peut peut-être bénéficier d'un cadre pour augmenter la résilience ici au Québec. Fait que pour répondre à toutes ces grandes questions, on a le panéliste présent avec les panélistes. Je vais les inviter à se présenter pour pas que je le fasse moi puis que je fasse pas honneur. Je vais lancer la balle à Jean-Philippe pour commencer, puis on va faire le petit tour de table après pour vous présenter. Bonjour, bonsoir à tous les participants. Je me prénomme Jean-Philippe. Mon nom de famille, c'est Vézina. Je suis producteur maraîcher. Je suis aussi entrepreneur social. J'ai aussi un service de coaching pour afro-entrepreneurs. Et
Je viens ici pour partager mes expériences dans le domaine de l'agriculture, dans le secteur de l'alimentaire, puis présenter ma perspective unique sur le sujet. Donc, bienvenue à tous les panélistes et je suis bien heureux d'être parmi vous. Merci. Marianne, est-ce que tu pourrais poursuivre? Ben oui, bonjour tout le monde. Marianne Viau, biologiste de formation, présidente sortante et cofondatrice de Cultiver Montréal, qui est le réseau des agricultures montréalaises. Je suis aussi une enseignante en grève, en train d'élaborer le nouveau programme d'agriculture urbaine au Collège Huntsic. Donc, c'est ça, j'ai une maîtrise en biologie végétale axée sur le potentiel de cultiver et de décontaminer des sols en même temps. Je suis aussi consultante recherche et développement pour Polyflora, qui est un organisme qui a pour but de sensibiliser et éduquer à tous les pollinisateurs urbains. Voilà, très contente d'être parmi vous. Merci, Marianne. Diego, je te lance la balle. Bonjour à tous, mon nom c'est Diego Crespel, je suis économiste de formation, euh, petit français importé au Québec, je viens du milieu agricole en France je travaille pour le groupe AGECO qui est un cabinet conseil, un groupe de cabinets conseil spécialisé sur les questions agroéconomiques et aussi sur tout ce qui est la transition voilà, des modèles de production agricole vers des pratiques un peu plus durables et plus résilientes. Merci beaucoup. Diego, est-ce que Mélissa est avec nous? Non, elle est partie, je pense. Ah, elle est revenue. Non, je suis là. Je suis malheureusement, j'essaie de d'ouvrir mon ordinateur et mon téléphone. Je m'excuse, ça a l'air vraiment taouin mon affaire. Je vais le faire avec juste un pour l'instant, puis je vais essayer de gérer ça après. Excusez-moi, là. J'essaie de faire ça discrètement. Oui, bon, mon nom, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Je suis technologiquement en défi. Je fais partie de ma génération X. J'apprends tous les jours. Je viens de Minganche. Sur la base Côte-Nord, je suis Innu de Equantit. Fait que je voudrais vraiment souligner que je suis présentement en territoire à Benaki, territoire non cédé, mais c'est des enjeux qui vont toucher beaucoup justement l'alimentation, qui vont toucher la sécurité alimentaire, qui vont toucher les droits ancestraux, la protection de la culture matérielle. Fait que je suis très contente d'être là aujourd'hui, puis vous avez peut-être trouvé que je vais dans beaucoup de sens liés à ces droits-là. Et en plus, je suis une maman à la maison avec deux kids, dont un qui est en train de se prendre pour le Jedi Kid en faisant des swings. Fait que je ne sais pas s'ils vont venir parler par-dessus, mais vive les profs en passant, je les aime encore plus qu'avant. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. Bon, merci à tous les panélistes. Sans plus tarder, on va passer tout de suite aux questions. La première question là, qui cherche un peu à faire la connexion entre vos priorités régionales, en fait votre personne, puis le contexte politique international. Quel est le rôle de l'agriculteur ou l'agricultrice à l'échelle de la planète? Ou encore, comment est-ce que vous vous voyez dans le monde de la politique internationale? Je lance la balle librement, puis s'il n'y a personne qui prend le micro, mais je vais nommer quelqu'un au hasard. Ah, vas-y, Marianne. Ben oui, je vais me lancer, pourquoi pas, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je l'ai nommé tantôt, je suis biologiste à la base, puis pourquoi je me suis intéressée à l'agriculture et spécifiquement à l'agriculture urbaine en premier, c'est que je trouvais que c'était la meilleure façon de ramener la nature en ville, puis de connecter les urbains, les consommateurs à ce qu'ils mangent, mais aussi de leur faire comprendre que ce qu'ils mangent, en fait, ben, ça fait partie d'un écosystème. Puis ça va ensemble, l'écologie, la santé, l'alimentation. Donc, puis dans la même lignée, pour moi, l'agriculture urbaine est ultra complémentaire à l'agriculture rurale. Donc, pour moi, c'est justement une façon d'éduquer et d'amener les mangeurs, mangeuses à comprendre la complexité de l'agriculture et à quel point mieux reconnaître nos agriculteurs, agricultrices. Et une fois qu'ils ont compris que c'est pas tout le temps facile de s'occuper d'un plant de tomates cerises, ben avoir le goût de plus encourager
dans nos marchés locaux, ceux qui en font leur pain et leur beurre. Merci, Marianne. Diego, je vois qu'il y a le micro de démuté, si tu veux y aller. Euh, ouais, il y avait deux questions. Il y avait sur le rôle de l'agriculteur, étant donné que oui, je suis issu du monde agricole, mais je suis pas agriculteur moi-même. La réponse est plutôt basée d'un œil entre guillemets extérieur, mais quand même relié à ce milieu-là. Mais il y a comme plusieurs rôles. Puis c'est vrai que longtemps on avait oublié le rôle environnemental du producteur agricole. Mais il y a un rôle social, il y a un rôle économique, le rôle de producteur de bouffe, de producteur alimentaire. Puis il y a le rôle culturel aussi, qui est la préservation des cultures, puis des traditions agricoles. Puis moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné dès l'âge tout jeune, quand j'évoluais dans le monde agricole, c'était de voir comment est-ce que des événements politiques ou économiques mondiaux pouvaient avoir un impact à la fois sur le prix de l'alimentation, mais aussi sur les activités et à la ferme. Donc, les règles de concurrence internationale façonnaient la manière dont les agriculteurs, sur leurs propres exploitations, prenaient des décisions. Et c'est quelque chose c'est un peu là où je cherche à mettre mon temps de cerveau disponible à disposition, c'est d'essayer de comprendre voilà, l'interconnexion entre des événements plus macroéconomiques et puis la réalité qu'expérimentent les producteurs sur leur ferme, puis essayer d'optimiser et de regarder comment est-ce que leur contribution peut être la plus optimale possible sur les quatre volets précédemment soulignés. Ouais. Merci, merci Diego. Je vais répéter la question. Quel est le rôle de l'agriculteur, agricultrice à l'échelle de la planète? Ou si vous n'êtes pas nécessairement producteur, productrice, comment est-ce que vous voyez dans le monde de la politique internationale? Vous, en tant qu'individu, c'est quoi votre lien à la politique? Puis plus particulièrement au COP, si vous le voulez. Euh, on a eu la réponse de Marianne, Diego. Est-ce que Jean-Philippe ou Mélissa aimeraient prendre la parole? Oui, je peux bien y aller. Ouais. Donc, comment je vois le rôle de l'agriculteur à l'échelle de la planète? Mais je pense que, bon, historiquement, l'agriculture elle a toujours joué un rôle extrêmement important dans la vie des êtres humains. C'est un des fondements civilisationnels de nos différentes sociétés à travers le monde. Donc, que par ce rôle-là, le rôle de personne qui permet d'alimenter nos communautés, nos familles et les gens un peu partout sur la planète, je pense que les agriculteurs ont un rôle primordial dans le fonctionnement de nos sociétés. Ils ont aussi un contact privilégié direct avec la terre dans laquelle ils s'investissent, peu importe où est-ce qu'ils sont. Donc, je pense que pour ça, c'est important de voir ça en termes de perspective. Puis, un certain rôle, si on y va dans un angle plus environnemental, de gardien aussi de nos écosystèmes, dépendamment du type de pratique qu'on choisit de mettre de l'avant à travers notre pratique agricole. Donc, par les choix qu'on fait en tant qu'agriculteur, on peut avoir un rôle extrêmement important à jouer sur la santé de nos sols, la préservation de la biodiversité et les politiques économiques qui concernent l'alimentation puis les approvisionnements aussi. Absolument, absolument d'accord. Peut-être pour finir le tour de table, Mélissa, si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, Oui, mais c'est ça. J'aime bien passer en dernier parce que j'ai une grande. Ben moi, c'est sûr que je suis pas une agricultrice, mais maintenant, je suis propriétaire d'une ancienne fermette à Granby, puis ça amène quand même une nouvelle réalité culturelle pour moi, comme de faire mon propre sirop d'érable de mon seul érable, par exemple. Tu sais, c'est très, comment je peux dire, c'est très dans les activités. Ah, Maudine! On t'entend toujours, Mel. Ah, on l'a fait perdre. Mélissa? Vous m'entendez? Je suis comme Ouais, Maudine! ouais, on t'entend Oui, puis on te est-ce que vous voit. m'entendez? Je suis Ouais. vraiment désolée. Mon ordinateur arrête Ah, pas d'allumer et éteindre et il est chargé. Fait que je vais le transférer dans mon téléphone. Ça va être juste plus facile comme ça. Je suis vraiment désolée du manque de cohésion. il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas passer à ton cellulaire tout Oui, de suite, Mel? OK. attendez. J'aurais. Ah, OK, ça va être immédiatement. Ça arrive dans 3, 2, 1. C'est C'est bon. très rare.
comme système de téléphone, je m'excuse. Mais c'est ça, je vais y aller du plus rapidement possible. C'est que j'ai un point de vue qui commence à être beaucoup influencé par le côté nord-américain, par le côté Instagram. Tu sais, c'est le fun de faire des petites plantations, mais je vois aussi les aléas de ce que c'est, tu sais, d'être limité à un terrain fermé, aux limites de la propriété individuelle, ce qui est vraiment en contraste aussi avec ce que moi j'ai vu comme femme autochtone quand j'étais jeune, c'est-à-dire la capacité collective d'aller sur un territoire, de gérer un territoire, de partager les ressources d'un territoire, ce qui est très difficile aujourd'hui parce que c'est chez nous, c'est mon terrain, marche pas sur ma pelouse, ça m'a toujours traumatisé. Et je vois qu'on parle beaucoup de l'agriculteur comme un rôle quasiment des fois un peu séparé des autres agriculteurs, séparé des autres réalités. Et c'est vraiment une vision très eurocentrée de l'agriculture. Puis je m'inspire beaucoup parce que moi, je viens d'un territoire qui est vraiment habité par ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Mais tu sais, le territoire était habité, là, je veux dire, on le gérait, on avait une gestion où on n'abusait pas des ressources, on savait où se trouvaient les choses. Tu sais. Il y avait une connaissance du territoire quand même. On n'était pas juste au hasard de la cueillette puis au hasard de la chasse. Là. Il y avait une reconnaissance du territoire. Mais je pense plus aux Algonquins qui étaient plus au sud, ou bien même les Mohawks, les Huron-Wendat, qui eux autres faisaient l'agriculture des trois sœurs, mais qui n'étaient pas ancrés dans un territoire fixe, qui pouvaient justement se déplacer sur le territoire selon justement qu'un terrain avait besoin de se reposer. Ça. C'est toutes des réflexions qui sont impossibles aujourd'hui parce que l'idée que tu peux laisser ton terrain que tu as planté tout seul, c'est comme si je disais va te mettre les mains dans le feu, là, c'est incroyable. Alors que j'ai des amis algonquins qui me racontaient ah, moi, mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère, elle plantait ses tomates ou ses patates, puis ils partaient dans le bois, puis ils revenaient, puis la récolte était là, prête à être cueillie. Puis j'ai dit, s'ils n'avaient pas pu l'accueillir eux-mêmes, ben, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait cueilli. Cette idée de la possession, puis de l'occupation du territoire comme individu versus le collectif, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on commence à réfléchir. Donc, tous les jardins urbains, toutes les plantations, les bombes de fleurs, tout ça, tout ce qui appartient au bien commun, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on remette plus de l'avant, puis on le voit que c'est difficile d'avoir cette discussion-là, du point de vue autochtone. J'adore la réponse, mais je vais te relancer tout de suite sur la prochaine question, vu qu'on touche un peu à ça, là. Euh, Si, mettons, suite à ce que tu viens de dire, tu avais expliqué ta propre vision d'un système agroalimentaire, la distribution de bouffe, production de bouffe et tout, qui serait sain, tu sais, qui serait vertueux, ça ressemblerait à quoi? T'es-tu capable d'imaginer ça pour faire rêver les gens dans le public un peu? Ben déjà, je trouve qu'on a une vision qui est très déconnectée et j'aimerais beaucoup voir une transition vers un regard culturel de l'agriculture, pas uniquement économique, pas uniquement dans à tous les jours, tu sais, ce qu'on doit faire, ce qui est nécessaire. Fait que une participation culturelle de l'agriculture, mais aussi une reconnexion par rapport au territoire. Tu sais, présentement, je passe souvent du temps avec des jeunes parce que j'ai mon livre qui est sorti, Nutrimit, pour essayer de transformer la vision culturelle du territoire, puis d'y aller avec une vision plus inoue, ce qui est très difficile aussi parce qu'on doit combattre des choses comme quand je dis au monde que la ville, c'est une forêt. Ah, là, je me bats encore avec mon mari. Là. Je dis, je suis pas encore convaincue de ton affaire, mais j'ai dit, ben, quand tu vois les outardes passer, quand tu vois les chevreuils traverser la route, quand tu vois le feu de forêt dans la boucane se rend jusque chez vous, il faut que tu te rendes compte que tout est connecté. Fait que quand on découpe la grande tortue, l'Amérique du Nord, en plan de boucherie, là, avec Canada, États-Unis, Mexique, on perd toute cette espèce d'unité-là, d'être vivant. Là, on le voit encore comme un objet à être découpé, à être partagé. Quand on pense au territoire québécois, on nous en parle comme quota de bois, hydroélectricité, les minéraux, des usines de batterie au lithium. C'est ça qui est discuté sur la place publique par rapport à ce que c'est le territoire québécois. Comme si c'était un gros frigidaire qu'on ouvrait, qu'on allait chercher les choses, puis qu'on refermait la porte. Donc, reconnecter au territoire, savoir comment on peut l'habiter, c'est important. Et je pense qu'une des raisons pourquoi il faut pousser ça aussi, c'est que, puis là, c'est beaucoup de travail avec l'agriculture qui doit être aussi transformé, c'est qu'on a une capacité de vie sur un tapis volant à travers l'espace. Et c'est les 6 pieds. Tu sais, c'est la peau de la tortue, là. C'est ce qu'on appelle le vivant. On a des légendes, tu sais, justement, comment la tortue a été créée. Puis c'est ces 6 pieds-là, c'est un petit cordon ombilical très mince.
Et présentement, on pense qu'en utilisant des produits pour essayer de rendre ces terres-là fertiles, on est capable, mais on le voit qu'il y a des terres qui sont épuisées à côté des terres qui, elles, vont être laissées tranquilles, qui vont avoir une biodiversité dans la terre qui va être très variable. Mais il faut qu'on comprenne le vivant qui est là, tu sais. Puis quand je dis à des enfants, ben, tu sais que tu manges de la terre à tous les jours, hein? Puis non, je ne mange pas de la terre. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu sais, puis ils me donnent un sandwich, tu sais. Puis là, je leur explique de la terre à la plante, tu sais. J'ai dit, il y a une déconnexion culturelle énorme, puis ça fait du tort justement à cette protection du territoire-là. Mais c'est de se rendre compte à quel point c'est fragile, puis à quel point on a un rôle. Puis aussi, j'ai dit, tu sais, une tomate que tu as fait pousser, une fois que tu y as goûté, tu vois la différence avec une tomate de magasin qui a été, tu sais, qu'on a quasiment forcé à pousser, tu sais. Elle est plus grosse, elle est plus juteuse, tout, mais tu le sens quand tu le manges. Tu sais, je sais que j'ai l'air un petit peu allumée, là, mais moi, je dis, je sens quand la viande de bois, je la mange, puis quand je mange de la viande d'élevage, il y a quelque chose qui manque. Tu sais, elle est moins dense, ou, tu sais, tu sais, comme on dit, il y a une pomme, il y a moins de soleil. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on voit la différence en la mangeant ou en la goûtant. Et aussi, en sachant d'où viennent les choses, ben, on prend plus soin aussi du produit alimentaire. On gaspille moins. Tu sais, quand tu as transformé justement ton eau d'érable, c'est là que je voulais en venir avant que le téléphone s'éteigne. Là. Quand tu as fait ta propre eau d'érable, là, chaque goutte compte. Chaque geste a amené ça. Tu vois le travail, tu vois le cheminement. Ben, c'est la même raison pour laquelle, par exemple, les Inuits qui mangent du caribou, on va vouloir le protéger. On sait que ce caribou-là, malgré qu'on est en train de le manger, sans lui, on n'est pas là. On n'a pas existé. Notre culture est liée uniquement au fait qu'on a pu survivre grâce au caribou. Donc, il y a un attachement culturel à l'animal. Et là, je le vois, par exemple, je vais finir avec ça, avec mes enfants qui ont, je pense, que ça a été juste l'année passée que j'ai réussi à faire goûter du caribou à mes enfants pour la première fois. Et ils n'ont pas cet attachement-là. Ils n'ont pas goûté et qu'ils n'aiment pas le goût. Ils ne sont pas attachés à ça. Ils n'ont pas été dans le bois. Ils n'en voient pas. Tu sais, il y a pas cet attachement culturel-là. Fait que pour eux, le caribou, ça va être le 25 sous, puis ça va être le traîneau du Père Noël, là. Mais ça ne sera pas la vie, le cordon de vie qui nous a permis d'être sur le territoire pendant des millénaires. Fait que c'est ça que je trouve qui est le plus important à mon regard. J'adore même. Il y en a qui peuvent renchérir tout de suite si vous voulez, là. Mais à la question, tu sais, votre vision d'un système agroalimentaire sain, tu nous réponds, Mel, que toi, c'est vraiment basé plus sur la vision, en fait, que comme à la source du problème même, il y a la question de comment on valorise, puis comment on regarde, comment on pense le système de la bouffe, puis le système alimentaire. J'adore la réponse. Je pense qu'on va y revenir souvent, justement, à ce genre de source, cette perspective-là. Euh, Ensuite, mettons, si je posais la question à Marianne, vision d'un système agroalimentaire sain, ça ressemblerait à quoi? Ben oui, moi aussi, c'est ça que je pensais à valoriser, mais surtout à revaloriser aussi, peut-être aussi d'un point de vue environnemental. Tu sais, c'est un système, ça doit être un cycle, hein, ça doit être circulaire. Puis malheureusement, ces dernières années, depuis un certain moment, notre agriculture, comme toute notre production, on la voit de manière très linéaire au lieu de la voir comme un cycle continu. Puis que c'est une des beautés de l'agriculture, mais s'est dissocié avec la révolution verte en amenant les intrants de synthèse. Ben, on a perdu cette revalorisation qui était pourtant tellement facile avec le compost en utilisant que tout résidu alimentaire, en fait, est l'engrais de la semence de demain. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est difficile à remettre de l'avant. Puis, ça fait en sorte que, selon moi, tu sais, je crois qu'il faut qu'un système alimentaire sain, il faut que ça soit diversifié. Donc, c'est de cette diversification-là, autant au niveau des individus qui la pratiquent, à quel point aussi elle va être accessible à tout le monde, mais aussi en termes de biodiversité alimentaire. Puis cette biodiversité-là a toutes ses façons aussi d'être circulaire, puis de s'assurer d'avoir un cycle. Il y a des milliards d'êtres humains qui mangent des insectes. Et en Occident, on trouve ça bien difficile encore aujourd'hui. C'est une agriculture qui est en émergence, qui est marginale. Mais on se rend compte de plus en plus avec l'agriculture urbaine que le frass, les résidus, les rejets des insectes, c'est un des engrais les plus intéressants en termes de quantité, de ratio, d'éléments et aussi de vie. Hein. Les micro-organismes dans le frasme aident énormément à améliorer les sols urbains. Donc, il y a tous ces aspects-là que je trouve super intéressants à mettre de l'avant. Puis quelque chose que j'entendais dans la première question de mes autres collègues ici,
c'est l'aspect aussi multifonctionnel hein, de notre agriculture. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit qu'on met de plus en plus de l'avant. Hein, son aspect social, ça tisse des liens, son aspect du territoire que Mélissa a si bien nommé. Puis, tu sais, ça, c'est autant redevable pour l'agriculture rurale, forestière qu'urbaine. Tu sais, on change les paysages pour le bien et pour le pire, tout dépendant de notre usage. Puis ça va de même pour l'agriculture urbaine. Pour moi, une des grandes forces, c'est la réappropriation des espaces publics. Hein? Puis donc, de retisser ces liens qui ont été perdus entre les gens en ville, puis de créer, même de plus en plus, il y a des vraies micro-forêts hein, qui arrivent en ville. Donc, je pense que de plus en plus, c'est cet aspect-là, donc de ramener tout dans diverses fonctions, puis de s'assurer d'une diversité autant fonctionnelle, alimentaire, de biodiversité, d'humain, et que ça soit cyclique. En gros, là, ça, c'est mon système alimentaire parfait dans ma tête. Une super synthèse à la fin en une phrase de régler tous les problèmes du système alimentaire. Est-ce que Jean-Philippe ou Diego, il y a quelqu'un qui veut poursuivre? Diego? Bah, je peux y aller là. Ben, pour moi, l'objectif principal de l'agriculture, c'est de répondre à l'enjeu principal qui est celui de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est beaucoup relié à, oui, l'approvisionnement, la quantité disponible, mais aussi à la disponibilité, qu'elle soit économique et physique. Donc, la nourriture en continu, c'est-à-dire à toutes les périodes de l'année, pas forcément à une période donnée. Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu principal. Donc, prendre le système, après quand on s'extrait juste de l'agriculture, on garde le système agroalimentaire comme une filière. Donc, il faut aussi penser au niveau de de la transformation, de la distribution, sachant que la majorité de la population actuelle vit en ville. Donc, c'est vrai que il y a cette notion de rattacher peut-être les caractères urbains avec, enfin, rapprocher les populations urbaines de l'agriculture. Je dirais que c'est le premier point. Une agriculture saine, pour moi, c'est une agriculture qui répond à l'enjeu principal, qui est celui de la sécurité alimentaire. Après, il y a forcément l'enjeu de l'agriculture durable, c'est-à-dire on compromet pas la capacité des systèmes agricoles du futur à nourrir une population grandissante, et celle de nos enfants et des générations qui suivront. Puis le troisième point, c'est un système dans lequel on aura réduit euh, l'importance, enfin, l'importance prépondérante là, du gaspillage en ce moment, qui est un non-respect du travail des agriculteurs sur certains points, qui est un non-respect de la terre qui fournit euh, en fait, des ressources du capital qu'on utilise à ces fins de production et qu'on finit par gâcher derrière. Donc, je pense que c'est l'un des autres points et qui est l'un des points principaux, c'est d'essayer de réduire le gaspillage alimentaire puisque c'est de la nourriture déjà produite et c'est de la nourriture qui ne va pas à l'effet ce pourquoi elle s'est destinée. Donc, c'est ça, je résumerai ça en trois points: sécurité alimentaire, réduire considérablement le gaspillage et capacité des systèmes agricoles à ne pas compromettre la capacité à produire pour les générations futures et une population grandissante mondiale. C'est trop bien. Merci, Diego. Jean-Philippe, à vous. Oui, ben moi, je vais continuer aussi sur la lignée de Diego en amenant la perspective de sécurité alimentaire parce que bon, la production alimentaire, en final, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent manger en quantité suffisante et ça partout à travers le monde. Donc, il y a beaucoup de nourriture qui est produite sur notre planète. Il y en a suffisamment pour nourrir tous les humains si c'est ce qu'on voulait vraiment. L'enjeu, c'est vraiment comment elle est disponible autant d'un point de vue, on pourrait dire, logistique et d'approvisionnement, mais aussi de capacité économique de pouvoir s'en procurer. Donc là-dessus, moi, j'ajouterais le volet, c'est une cause aussi qui me tient à cœur par les organisations que je représente, c'est le côté de souveraineté alimentaire. Donc, vraiment, la capacité que peuvent avoir les communautés à pouvoir produire une nourriture qui est saine, qui est culturellement appropriée. Donc, j'ajouterais aussi ce côté-là, le fait qu'on ait des gens qui viennent de différentes cultures, on a la nourriture, ça représente aussi beaucoup un côté culturel, un côté de partage, d'échange, puis de sentiment d'appartenance, dépendamment d'où on vient dans le monde. Donc, de pouvoir
avoir une certaine capacité à pouvoir justement accéder à cette nourriture-là qui est culturellement appropriée. Et comme il rappelait aussi Diego, le fait aussi de la produire d'une manière qui est durable, à la fois pour nos écosystèmes, mais aussi pour les gens qui travaillent la terre. Ici, au Canada, en Amérique du Nord, il y a beaucoup, la nourriture, elle est beaucoup produite par des gens qui viennent de l'Amérique latine, des travailleurs étrangers qui ne sont pas toujours respectés dans leur dignité, dans la façon de produire notre nourriture. Donc, tout ça, c'est important. Puis pour moi, c'est ce qui fait un système agroalimentaire qui est sain. Absolument. Puis j'applaudis aussi le fait de voir le système agroalimentaire, pas juste pour l'impact qui est matériel, tu sais, qui est naturel du système du biosystème, mais aussi humain, évidemment. Ça joue énormément sur un système alimentaire qui peut être juste. Euh, merci tout le monde pour les belles réponses. N'hésitez pas à renchérir ou à poser des questions de vous, à réagir à des commentaires ou quoi que ce soit. Puis j'invite encore une fois la salle à poser des questions s'il y en a. Marie, tu peux me faire un coucou s'il y en a, j'ai pas accès au chat en ce moment. Ah non, il n'y en a pas pour l'instant. OK, parfait. Fait que là, on va passer au territoire québécois. On va essayer de parler de plus concrètement de nos expériences ici. Euh, et donc, la prochaine question qui suit, quelles sont les priorités alimentaires au Québec selon vous? Fait qu'on parle de consommation de bouffe, d'accès aux produits, l'accès à la distribution, les problèmes aussi qui touchent à l'agriculture. Fait que la question largement, c'est juste les priorités alimentaires au Québec. Euh, je sais que Mélissa, tu avais une très bonne réponse, puis Jean-Philippe aussi. Je vous laisse un ou l'autre prendre la balle sur la question. Ouais, Jean-Philippe, on te pointe du doigt. OK, bon, je vais commencer. C'est toujours sur la thématique de la souveraineté alimentaire, mais à l'échelle de la province. Bon, on est un pays qui est nordique. Nos saisons de production sont courtes. Donc, puis quand on regarde comment se fait l'utilisation du territoire agricole, ça veut dire qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui est produit, ben, c'est principalement une production qui est destinée à l'exportation, puis à l'alimentation animale. Donc, les champs de maïs, les champs de soya, etc. Donc, trouver une façon de pouvoir se réapproprier davantage nos terres pour une production qui est alimentaire et qui est locale. Je pense que c'est un grand champ à développer dans notre vision de l'agriculture ici au Québec, puis de trouver aussi d'autres méthodes pour pouvoir faire de l'extension de saison, pour pouvoir mieux préserver les aliments qu'on produit déjà ici, puis qu'on puisse en acheter davantage des personnes qui les produisent ici. Avec ma perspective particulière des Jardins Lacour, je me spécialise en production de produits originaires des Antilles et de l'Afrique, mais aussi c'est de redéfinir qu'est-ce qu'on voit comme une agriculture locale ou de l'achat local. Donc, vraiment en développant d'autres types de légumes qui sont peut-être moins, on va dire, traditionnels au territoire, qui peuvent s'adapter au climat d'ici, puis les rendre disponibles pour la diversité grandissante des gens qui habitent le Québec en termes de communauté puis de population. Et je vais laisser la parole aux autres, mais je pourrais commencer avec ça comme introduction sur quelles priorités on pourrait avoir ici pour le Québec. N'importe qui peut prendre Je la suis pas, balle. Mélissa, ouais. je suis pas sûre si je me rappelle de toute la réponse que je t'avais donnée la première fois, Jimmy, c'est que rappelle-moi. Ben, puis tu l'as parlé un peu aussi au début, quand on se parlait de plus de tu sais, l'enjeu de la sécurité alimentaire, quand que c'est des Ouais. moments plus précaires un peu, comme pendant la COVID, Ouais. par exemple. On avait vraiment vu les conséquences d'un système qui n'était pas sécurisant ou Non, qui c'est ne ça. pouvait pas l'être. C'est ça. En tout cas, c'était un très bel exemple. Je sais pas si tu veux la. Ouais. Écoute, je vais essayer de me rappeler parce que je suis comme, des fois, je pars sur une lancée, puis je suis comme, ah, qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais je pense que si je me rappelle bien, là, puis j'espère que je me trompe pas, c'est parce que j'étais partie sur le fait qu'on a pris pour acquis l'accessibilité à des types de nourriture dans le monde qu'il y a 100 ans, même les rois européens n'avaient pas accès à ça. Ça, c'est pas un exemple qui vient de moi, là. C'est vraiment dire, même notre bonheur n'est jamais satisfait parce qu'on a beau avoir accès à plus en plus de choses, c'est jamais assez. On n'a pas atteint ce bonheur-là. Mais de se rendre compte du panier local, puis de l'importance du panier local,
parce que justement, tous les chemins d'échange pour se rendre jusqu'à nous, tu sais, notre avocat, puis là, je ne vais pas faire le débat de la toast de l'avocat, là, mais l'avocat, tu sais, le miel, tous les détours mondiaux que fait notre nourriture pour se rendre jusqu'à nous. Justement, pendant la COVID, on a vu justement le manque d'accessibilité à certains aliments qu'on pensait de base. Puis moi, ça m'a vraiment fait me rendre compte d'où vient mon alimentation. Où est-ce que je sais, acheter local, mais ça veut dire aussi d'accepter de payer plus cher pour manger plus proche, qui est assez bizarre. Mais aussi, tu sais, de se rendre compte que ben, peut-être que ça doit, je ne peux pas acheter 14 plants de bananes. Puis que, il y a une restructuration de comment je fais l'épicerie, mais il y a aussi une compréhension que présentement, le panier qui est de Costco, ben, peut-être pas Costco, excusez-moi, mais le panier de chez Maxi, par exemple, est accessible. Le panier de chez Walmart est accessible à des groupes qui sont plus vulnérables. Puis quand je fais des choix plus locaux, je paye plus, mais parce que j'ai présentement un budget qui me permet de faire ce choix-là. Donc, de voir comment nos chemins d'achat, tu sais, d'échange sont comment je pourrais l'expliquer, sont crochus, là, sont distordus, excuse-moi. Ça va déjà être une conversation qu'il faut qu'on aille présentement. Pourquoi est-ce que des œufs de la Californie vont nous coûter plus cher que des œufs tu sais, du Brésil? Enfin, même, là, c'est comme, tu y penses, là. Puis même là, j'ai dit, la confiance que j'ai envers les produits qui viennent de l'international, justement parce qu'ils coûtent moins cher, ben, ça veut dire qu'il y a une sécurité alimentaire qui est beaucoup plus faible. Je pense que je suis comme tout le monde qui a vu le documentaire de Netflix sur le miel. Je peux te dire que je cherche mon miel local, pas à peu près, mais je paye le prix pour, là, tu sais. Mais sauf que j'accepte de peut-être pas avoir un 2 kilos de miel qui n'est peut-être pas du miel à 15 là. Puis j'ai une petite bouteille, mais j'en prends plus soin. Fait que c'est à peu près l'idée que les Inuits, tu sais, puis je prends l'exemple des Inuits, mais les Inuits avaient de ta nourriture, tu en prends soin, tu l'étires, tu sais, genre, on avait une approche quasi religieuse, puis je ne veux pas dire religieuse, mais plutôt spirituelle face à la nourriture. L'interdiction de gaspiller, si tu perdais de la nourriture, tu avais même des cérémonies que tu devais faire pour te faire pardonner par l'esprit du caribou, par exemple. Donc, ça, c'est des approches qu'on n'a pas encore. Mais il faut aussi qu'on les réfléchisse en fonction de qui a accès à ça, de qui peut se payer un panier bio. Tu sais, mais souvent, ben, ça va être de parler avec son agriculteur local, puis de se rendre compte que même lui, il est pogné dans ce piège-là de devoir payer pour pouvoir produire des choses. Puis, tu sais, une année est mauvaise, une année est bonne, mais tu sais, jamais rien n'est égal. En tout cas, avec tout ce système-là, tu le vois qu'il y a une problématique. Puis je m'excuse si ce n'est pas très clair euh, en ce moment, mais il y a vraiment beaucoup de problématiques dans les communautés en ce moment par rapport à la sécurisation alimentaire, par rapport à l'accessibilité, même par rapport aux discussions avec des groupes qui voudraient en discuter, mais qui ont culturellement une approche différente. Tu sais, quand tu es dans le territoire du Nord et que tu manges de la viande, c'est pas parce que le tofu pousse, là, tu sais. C'est parce que c'est ça qu'il y a là. Mais après ça, quand tu regardes tout le tofu qui se rend jusque dans les tables américaines, ben, tu regardes, par exemple, les communautés pauvres en Amérique du Sud, qui pour elles, c'était de la nourriture de base, qui sont même plus capables de se le payer parce que les tables américaines peuvent se le payer à plus grand prix. Donc, ils perdent l'accessibilité à des nourritures qui étaient des nourritures de terroir. Enfin, en tout cas, vous comprenez que pour moi, c'est vraiment c'est une structure imaginaire qu'on a mis en place et qu'on tient avec des lois, avec des règles, avec des lobbies. Puis on est en train d'avoir des conversations sur des idéologies alors qu'on doit avoir des conversations des fois sur des déstructurations de ces systèmes en place-là qui gardent encore les personnes pauvres, malgré qu'ils vivent à côté du maïs qui va se rendre jusque chez les tables des riches. Tu sais, c'est ça souvent Et puis, je pense que tantôt, Jean-Philippe, tu l'as bien dit aussi, tu sais, qui c'est qui cueille nos légumes, puis qui c'est qui prend soin de notre nourriture, mais qui c'est à qui on ne donne pas les mêmes droits que les citoyens qui vont manger ça. C'est tout ça, là. Excusez-moi. Je regarde mon fils de Non. coin de l'œil. Je suis désolée. Non, ça va, c'est super, Mel, merci. Y a quelqu'un qui veut enchérir tout de suite? Sinon, j'ai redonné la parole à Diego pour peut-être. Ouais, Diego, vas-y, le micro débranché. Ben, c'est vrai que quand on regarde l'endroit où les principaux canaux de commercialisation auprès desquels les Québécois s'alimentent, ça reste quand même les grandes surfaces. Puis c'est pas une réalité qui est seulement québécoise, hein, c'est partout dans le monde. Puis surtout dans un contexte inflationniste comme ça, c'est souvent la course au petit prix qui est
qui est recherché. Donc, c'est important. Je pense là, on parle beaucoup on a une perspective beaucoup au niveau de l'offre. Où est-ce qu'on s'approvisionne, d'où est-ce qu'on importe, où est-ce qu'on exporte, mais il faut aussi regarder beaucoup les contextes qui influencent la demande. Et la demande, c'est beaucoup le prix. L'alimentation, on le sait, c'est quelque chose qui est peu élastique. On, on est obligé de manger. C'est finalement quelque chose qui est un besoin vital. Et facilement, on va avoir recours à des solutions qui parfois proviennent de l'étranger, puisque effectivement, les facteurs de productivité font en sorte que certains pays produisent pour moins cher que nous. Donc, c'est important, je pense, de concevoir, quand on regarde le futur de Québec, de regarder aussi la littératie qu'on a auprès de la population. Donc, de regarder, euh, souvent les produits un peu moins transformés coûtent un peu moins cher. Donc, la littératie sur transformer soi-même, des cours de cuisine, les produits de saison. Si ça, c'est quelque chose qui devient un peu plus des automatismes dans, on va dire, le manuel de vie des Québécois, ben indirectement, les productions québécoises vont avoir euh, plus de facilité à percer les marchés, justement parce que ils vendront les pays qui correspondront à cette littératie-là, à cette nouvelle éducation que les Québécois auront par rapport à qu'est-ce qui est le moins impactant, quelle est la consommation la moins impactante. Donc, la littératie, je dirais que c'est vraiment un des volets pour la priorité alimentaire du Québec. Puis ça revient vraiment à ce que tu dis, Mélissa, là, c'est la diversité de produits qu'aujourd'hui dans nos assiettes, dans nos frigos, correspond en rien à même ce qui semble y aller jusqu'à il y a 100 ans. Là. C'est quelque chose qui, il y a 50 ans, quand on était vraiment quand le Québec avait une population agricole beaucoup plus importante, l'assiette était beaucoup moins diversifiée. Puis et c'était quelque chose qui était en soi plus respectueux de l'environnement. Donc, il y a ça, et puis je reviens sur l'aspect gaspillage, parce que Mm. les statistiques varient, là, mais je pense que c'est un peu plus de 30%, là, si on mixe toutes les catégories de produits. Et le gaspillage fait partie aussi des enseignements qui sont absolument à mettre à l'agenda de la littératie alimentaire. Donc gaspillage, littératie alimentaire, pour que justement les productions québécoises deviennent des priorités d'achat pour les Québécois. Oui, ben, c'est sûr que je suis d'accord avec tout le monde, puis je pense que le gros nerf de la guerre, c'est vraiment la souveraineté alimentaire. Tu sais, on est à même pas, on a à peu près à 30 d'autonomie alimentaire au Québec, c'est terriblement peu. Puis, tu sais, quand on regarde tout le territoire du Québec en entier, c'est seulement 2 qui sont des terres agricoles fertiles. C'est absolument rien. Puis, pourtant, on est supposé avoir des belles lois, hein, de protection des terres agricoles qui les protègent, et pourtant, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Tu sais, en ce moment, le MAPAC est à nouveau en consultation sur ces lois-là parce que, ben, c'est ça. Je pense que lui-même se rend compte qu'il y a peut-être un petit problème, mais même là, tu sais, à ce que j'ai entendu parler, les producteurs sont tannés de se faire consulter, de parler puis de ne pas se faire entendre. Il y a un problème quelque part. C'est pas normal qu'on ait autant de terres en spéculation qui prend. Pour moi, ça, c'est aussi le gaspillage alimentaire, c'est avoir des terres agricoles fertiles qui ne servent pas à l'autonomie alimentaire du Québec. Moi, je pense que c'est notre plus grand gaspillage. On en a plein d'autres, je suis vraiment d'accord avec vous, mais ça, c'est. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus protégé que ça. Et de l'autre côté, mais c'est l'accès à ces terres-là, justement. Donc, selon moi, tu sais, puis on peut revenir à la littératie, à l'accès aux légumes. Le prix des terres, c'est le premier fardeau des agriculteurs qui font en sorte que ben, la plupart des agriculteurs sont sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, ça aussi, c'est un autre fait. Fait qu'après ça, leur dire que leurs légumes coûtent trop cher, pour moi, ça me brise le cœur parce que c'est les premiers à être pris dans ce système. Puis selon moi, c'est le gouvernement qui doit aider à créer des subventions, à créer des moyens pour en autant nos terres que les produits qui sont récoltés de manière saine, plus accessible à tout le monde. Fait que ça, c'est le gros nerf de la guerre, selon moi, avoir plus de souveraineté, mais pour celle-ci, il faut que l'agriculture soit plus accessible. Tu sais, je crois beaucoup, là, bien entendu, je suis en agriculture urbaine, à toute la diversité de façons de faire, verticale, etc. Mais il ne faut pas négliger pour autant les terres agricoles qui nous restent. Puis, tu
je pense que les deux solutions doivent être faites en parallèle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, à Montréal, on commence à avoir des immenses bâtiments industriels qui servaient, par exemple, à l'industrie de la mode, comme la centrale agricole, que là, dans ce complexe industriel, l'arrondissement Atimique a carrément déclaré zone agricole certains étages du bâtiment pour qu'on commence à faire de la production agricole urbaine de proximité avec les gens du quartier. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais si un arrondissement est capable de faire ça pour aider à sa propre système alimentaire ultra local, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne peut pas mieux faire sa job au niveau provincial. Moi, c'est vraiment là que je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis complètement d'accord avec vous. Euh, Là, on va faire un petit changement de rythme. On va parler de l'impact des changements climatiques comme qu'il est vécu ici chez nous sur les terres agricoles à travers vos recherches. Puis évidemment, Mélissa, je sais que tu n'as pas une grande ferme de 12 acres derrière chez toi, mais chaque fois que, que je te jase, tu vois en fait la forêt comme une source de plus que juste de bois pour bûcher, des trucs comme ça. C'est une source de bouffe, une source de méditation, puis plein d'autres choses. Puis on peut parler de ça aussi quand on parle des impacts des changements climatiques sur la forêt, tu sais, puis qu'est-ce que tu en sors. Euh, Fait que je vais lancer la balle en premier à Diego. Je vais sûrement faire référence à toi, Diego, pour parler du macro, là. Euh, Fait que c'est ça, on veut parler des impacts des changements climatiques et de la pollution sur le système agroalimentaire au Québec, en termes de rendement, en termes de production, en tout. Ben, c'est vrai que le changement climatique et pollution, même si parfois c'est des éléments dont l'impact s'aggrave, enfin, il y a un effet de cycle parfois, mais je vais séparer la FAO, justement, dans le cadre de la COP28, là, il y a quelque chose qui a été notifié par l'ensemble des pays signataires des Nations Unies, c'est que la sécheresse n'est plus une problématique uniquement rattachée à certains pays. C'est une problématique mondiale. C'est-à-dire que tous les pays du monde aujourd'hui reconnaissent que la sécheresse les a affectés à un moment donné dans les dernières années. Donc là, on assiste vraiment à une prise de conscience mondiale, peut-être enfin, si on ose le dire, que les changements climatiques et les variations extrêmes vont affecter les capacités de production agricole un peu partout dans le monde. Euh, En France, je vais faire un peu chauvin, mais c'est la grêle sur les vignes qui, année après année, là, ça affecte les rendements. Il y a des inondations qui ont été observées dans le nord de la France qui ont euh, ruiner en quelques heures le travail de plantation de tous les producteurs. Donc, ces extrêmes-là, ça a plusieurs impacts. La corrélation avec la pollution, ce serait peut-être que aux périodes de sécheresse intense, se suivent des périodes de grosses pluies, donc par effet de lavement des sols, puisque l'eau n'arrive plus à s'infiltrer, toutes les intrants qu'on a eu l'habitude de mettre se déversent par les effets de bassin versant dans les rivières et les cours d'eau, et après, ultimement, dans les réserves souterraines. Donc, c'est sûr qu'on observe avec les changements climatiques une augmentation du taux de concentration des matières polluantes dans les eaux. Donc, ça, c'est l'une des corrélations qu'on peut faire entre pollution et changement climatique. Et au Québec, il y a les espèces exotiques envahissantes qu'on observe, que ce soit dans les érablières ou dans certains cours d'eau. Prolifération des ravageurs, beaucoup de maladies qu'on n'avait pas encore vues apparaître sous nos latitudes qui commencent à apparaître dans le sud du Québec, qui apparaissent aussi, qui risquent d'apparaître un peu plus tard dans les zones boréales. Donc on peut voir, puis dans les zones boréales qui sont eux, attaquées par des feux de forêt, dont la corrélation a été faite. Donc c'est sûr que les changements climatiques ont un impact concret directement sur la réalité des producteurs. Maintenant, en ce qui concerne la question des rendements, et puis j'irai au-delà du rendement, il y a un nouvel indicateur qui a été proposé par l'Université de Virginia Tech, qui nous a été présenté récemment, qui m'a été présenté récemment, qui parle en fait de la productivité totale des facteurs. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la notion du rendement, on inclut dans le calcul du rendement en fait les intrants que ça prend pour produire cette quantité-là. Par les intrants, on entend le capital mécanique, le capital chimique, donc tout ce qui est entrant. Donc, à partir du moment où on rentre ces valeurs-là dans la variable et le calcul du rendement, on se rend compte que les rendements, qui soi-disant ont beaucoup augmenté via l'utilisation de ces intrants-là, ben,
la productivité, elle n'est pas tant au rendez-vous que ça sur certaines productions dans certaines régions du monde. Donc, on se rend compte aujourd'hui que si on veut répondre aux besoins d'alimentation de la population mondiale qui est en croissance et qu'on regarde ce facteur de productivité totale, ce facteur, excusez-moi, total productivity factor en anglais, ben, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas au rendez-vous par rapport à nos techniques de production actuelles pour répondre aux enjeux à la fois climatiques, puis surtout d'alimentation et d'approvisionnement des populations de demain. C'est une réponse un peu vaste, mais C'est vrai, c'est exactement ce qu'on voulait, Diego. C'est ça, ça donne la perspective macro. Puis vous pouvez nous ajouter des données là-dessus pour les autres panélistes, là, mais si vous avez des anecdotes de trucs très concrets que vous avez vus dans vos champs, dans vos jardins ou dans les forêts, n'ayez pas peur de les partager. Est-ce quelqu'un veut prendre la balle tout de suite? Ouais, Jean-Philippe. Ouais, je veux bien y aller. Donc, en fait, moi, je vois qu'ils sont vraiment nombreux, les impacts, non seulement des changements climatiques, mais de la pollution sur notre agriculture, puis sur notre nourriture, parce qu'en final, c'est ce qu'on va ingérer. Donc, si on y va côté pollution, puis impact de notre activité humaine à travers l'agriculture, mais à travers ce qu'il y a autour aussi, là, les autres parties prenantes qui impactent sur la santé des sols et des aliments. Si on y va juste du côté de la déforestation qui se fait à grande échelle partout à travers le monde pour faire de la place à des pâturages, à l'agro-industrie, ce sont des impacts qui sont directement liés au changement climatique par la perte de carbone séquestré dans nos arbres et tout ça. Ça se fait beaucoup par le brûlage, etc. Donc, les impacts sont de biodiversité, sur qu'il y a des sols, sur euh, les labours internes qui font faire de la perte de sol, le sol qui va s'évaporer puis partir à travers le vent en poussière puis va se déplacer de cette façon-là. Ça a des impacts météorologiques directs, météorologiques aussi, par ces travaux de gens qui font intensément à chaque année. Pollution des mets dans nos sols par la culture intensive d'élevage, que ce soit les porcheries ou les autres comme ça. Donc, il y en a beaucoup. Et en final, mais ça affecte la santé des humains. Euh, Jean-Philippe, je t'arrête on 2 petites ingère secondes. nous-mêmes. Et bref, Ouais, serais-tu capable d'éteindre ta caméra? Je sais pas si c'est juste moi, mais la connexion est un peu laguée. Est-ce qu'on peut t'entendre plus fluidement? OK, c'est bon. Je peux te laisser faire la conclusion après, si tu veux. Est-ce que c'est saccadé? Lise donc encore, hein. Bon. Vas-y Je donc, vais, je Jean-Philippe. vais laisser la parole à quelqu'un d'autre OK. à ce moment-là qui peut prendre la balle au bon. Ouais, c'est ça. Si tu peux fermer ta caméra, Jean-Philippe, je suis sûr que ça pourrait peut-être mieux aller. Ah, bref, OK. Donc, pour conclure, je peux juste dire que j'en avais parlé un peu plus tôt, la façon qu'on fait l'agriculture, les choix qu'on fait dans nos pratiques agricoles ont définitivement le potentiel d'avoir des gros impacts sur non seulement les changements climatiques, ça part vraiment des choix de l'agriculteur, la société, donc les gouvernements, les Ouais. capacités de changer les choses au niveau des changements climatiques vers le véhicule agricole. OK, merci Jean-Philippe. Désolé, on a manqué un petit bout. Jean-Philippe, c'est capable de travailler un peu sur la connexion. On pourrait y retourner après aussi. Est-ce que, Marianne, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro? Tu veux y aller? Ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, c'est sûr que moi, c'est plus la pollution urbaine, mon dada, mais tu sais, si on est un peu plus
d'un point de vue global en attendant. Un autre côté de moi, c'est que je suis une apicultrice urbaine aussi. Puis, donc, c'est sûr que les pesticides et tout ça, c'est quelque chose que je vérifie beaucoup pour le bien-être des abeilles que j'installe. Puis, c'est une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de ruches qui sont arrivées en ville à un moment donné. Mais le fait est que les pesticides systémiques sont encore très, très utilisés dans nos champs. Et les dernières études, en fait, ont démontré que maintenant, 80% des cours d'eau du Québec ont des néonicotinoïdes, là, donc les fameux pesticides systémiques qu'on disait tueurs d'abeilles, dans ceux-ci. C'est en très petite quantité, hein, puis c'est ça, en fait, le problème, la pollution en général, c'est qu'elle est comme un peu omniprésente et insidieuse d'une certaine manière, donc en très petite quantité, donc pas assez pour tuer, par exemple, les abeilles ou autres insectes, mais assez pour affecter et créer des comportements qui peuvent altérer leur bien-être de manière plus long terme. Tu sais, par exemple, justement, les abeilles, ben, comme tous les animaux, ont besoin de boire de l'eau. Et lorsqu'ils boivent une eau qui contient même une petite quantité de ces pesticides-là, à moyen terme, ça a un impact sur leur système nerveux. C'est comme ça que le pesticide fonctionne et ça peut créer de la désorientation. Puis c'est une des raisons, par exemple, que des fois, tout d'un coup, il y a moins d'abeilles dans une ruche, c'est parce qu'elles n'arrivent plus à retrouver leur ruche. Donc, c'est des impacts comme ça qui fait aussi en sorte que des fois, ça prend des années, hein. Les biologistes, on est les premiers à essayer de trouver ces indicateurs-là puis de les montrer l'avant pour changer les lois. Mais le temps qu'on les trouve, ben là, et qu'on change les lois en conséquence, ou en tout cas, ou qu'on rend des pesticides non conformes, ben, il y en a d'autres molécules qui sont mises sur le marché. Ça prend encore un autre 5 ans avant qu'on puisse réaliser la même problématique sur notre vivant, puis sur nous aussi d'une certaine manière, hein. On a encore un gros trop parler sur le glyphosate, qui est un autre grand problème, le fameux Roundup, là, celui qu'on répand un peu partout, qui justement, c'est seulement lorsqu'il est émis dans l'environnement que ces composés devient actif et potentiellement très sûrement cancérigène. Mais le produit en soi, comment il est vendu, il ne l'est pas. C'est cette différence qui fait en sorte qu'il est toujours légal, ce qui est vraiment difficile à imaginer. Donc, c'est toute la problématique de travailler avec le vivant. Puis ce vivant-là, ben, on est dans un système justement malheureusement très, très polluant et en changement. Donc, tu sais, je lisais qu'en Europe, tu sais, la plupart des terres qui sont contaminées, 36% d'entre elles, la majorité, c'est les activités industrielles, hein. Donc, autant, oui, lorsqu'on crée une industrie, mais aussi les émissions qui sont émises, qui vont tomber. Ensuite de ça, ben, c'est l'industrie pétrochimique. Puis finalement, c'est notre matière aussi, notre façon de gérer nos matières résiduelles. Donc, tu sais, il y a toutes ces façons-là qui, après ça, créent un beau cocktail chimique qui contamine nos terres. Donc, juste à Montréal, c'est plus de 11 000 terrains qui sont contaminés en ce moment aujourd'hui. Donc, tous ces terrains-là pourraient être utilisés justement de plein de manières. Puis, ça nous a pris du temps avant d'être conscients de l'importance de la santé de nos sols et de nos sols aussi urbains au Québec et à Montréal. Ben, on avait comme la brillante idée de se dire, ah, il y a un terrain là, on va mettre un jardin communautaire par-dessus. C'est parfait, c'est pas grave si c'est une ancienne industrie et parti. Puis ça a pris le début des années 2000 avant qu'on se rende compte que 20 des 90 jardins communautaires étaient contaminés lourdement, surtout au plomb, qui est un métaux lourd ne peut pas négliger. Fait que ça a fait une grosse remise en question, puis c'est dommage parce que ça fait en sorte qu'on prive d'une certaine partie aussi de la sécurité alimentaire des gens en leur privant un endroit où ils peuvent justement produire par eux-mêmes à faible coût. Puis ça crée ensuite une peur aux êtres humains, aux Montréalais, Montréalaises et aux autres personnes qui vivent en ville de cultiver par eux-mêmes parce qu'ils ont peur de s'intoxiquer. Fait qu'il y a un gros enjeu là qui me passionne beaucoup, mais qui est aussi plein de solutions associées, mais il faut plus en parler puis en être conscient de ces problématiques-là associées à la pollution de nos sols. Absolument. Merci beaucoup, Marianne. Mélissa, est-ce que tu veux finir avec une réponse? Après ça, on passera aux questions de la salle.
OK. Écoute, je repars super inspirée par tout ce que vous venez de dire. Je pense, Marianne, tu as souligné un bon point parce que j'ai eu la chance d'aller faire une visite en France, justement, aux frais de Macron, dans le cas d'un film. Puis il m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais visiter, tu sais, comme si c'était la première fois que tu visitais la France. Puis j'ai dit, mais moi, c'est vraiment la culture et tout ce qui est le reverdissement des villes. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Et que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait justement dans le reverdissement des villes, puis j'étais donc bien intéressée, tout. Puis là, j'étais comme je voyais les défis en Europe étaient vraiment énormes. Puis ça parlait de que chaque fois qu'ils veulent juste creuser un pavé, ils tombent sur un temple gallo-romain. Puis c'est toute la trace du patriarcat qui est là, qui fait qu'on ne veut pas défaire. Puis de juste planter un petit raccoin de plantes, c'est devenu un défi, là. Fait que le reverdissement des villes, c'est un défi parce que justement, le système en place est tellement, il s'aime tellement qu'il veut rester là. Fait que là, tu sais, quand je pensais à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé, je disais, ah, ce serait le temps là, de mettre un beau jardin, de planter des chênes là où il y avait les poutres du jardin. Non, non, ils sont allés couper des chênes, ils ont replanté. Tu sais, c'est de dire comment notre vision est très, très forte, mais est moins encombrée parce qu'on est un jeune pays comparé à l'échelle de l'historique du monde. Fait au Québec, tu l'as dit, Marianne, tantôt, là, on a des terrains à décontaminer énormément, mais on a cette tendance à se dire, ben, une fois que la terre agricole n'a plus été utilisée pour l'agriculture, où est-ce qu'on va? Fait que là, on force l'agriculture à monter sur les murs, à grimper en hydro, tu sais. Fait que l'idée de guérir le territoire, c'est tellement un gros travail qu'on préfère aller vers des solutions qui vont être plus rapides, OK, pour l'année prochaine, comment on va faire nos laitues, tu sais? Est-ce qu'on prend les 5-10 ans que ça va prendre à faire de la phytorémédiation d'un terrain à Montréal? Ou est-ce qu'on se met ça dans un beau hangar, justement? Tu sais, il y a cette vision-là qui est à reconstruire puis qui est très difficile à défaire parce que, justement, le capitalisme a bien de la misère à se laisser mourir, puis le patriarcat encore plus. Ça, c'est une chose. Mais Diego aussi, tu as amené une réponse extrêmement importante. Puis je pense que la littératie, non seulement en alimentation, mais justement aussi dans les solutions, puis dans l'agriculture, puis dans comment ta chaîne alimentaire, c'est plus rapide de devenir ignorant. Ça prend une génération ou deux. On le voit avec les pensionnats, ça nous a enlevé des temps immémoriaux de savoir en 2 générations. Puis reconnecter ça, ça va prendre 3 à 4 générations peut-être. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce que présentement, quand les gens trouvent des solutions justement liées à la forêt, à faire de l'agriculture dans les bois ou d'aller cueillir, justement, il y a un manque culturel qui accompagne ces cueillettes-là. Fait qu'il y a de la surcueillette des chicoutés, par exemple. Puis en plus, la cueillette, ça ne fait pas bien. Fait que tu casses le plant, ça ne repousse pas, tu écrases les autres plantes. Il y a toute une culture. Et à un point tel que même des aînés me disent, mais ça, tu sais, genre, je te montre cette plante-là, mais montre-les pas aux allochtones. Parce qu'ils vont juste le mettre dans un paquet puis ils vont le vendre. Fait qu'on va voir dans la forêt, dans l'agronomie forestière ou dans justement la cueillette, une solution pour venir compléter les problématiques de l'agronomie plus traditionnelle, tu sais, des patates puis des carottes, mais on va créer des nouvelles problématiques via une bonne intention. Fait qu'on va épuiser le territoire parce qu'on n'a pas encore non plus accumulé ces savoirs-là. On ne les a pas encore eu le temps de les transmettre sur l'utilisation du territoire. Pareillement pour les animaux. On va voir des chasseurs aller chasser, mais ils vont juste manger les fesses. Puis ils vont laisser tout le reste de la carcasse, alors que tout dans l'animal est une source de médecine. Justement, la glucosamine, tout ça, mais ils vont manger juste le muscle, donc ils vont perdre toutes les autres parties nutritives qui faisaient partie de la pharmacopée aussi des Autochtones. Fait que je pense que c'est tellement gros aussi, mais ça demande beaucoup un shift culturel, un shift c'est moi pas un shift, mais une transition de nos compréhensions. Puis ça demande quasiment un déchirement culturel en tant que Québécois, en tant que Canadien. Puis même des fois, ça va demander de voir, puis je pense à la littératie, je pense à voir d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent du Sud ou qui viennent de l'Europe, puis qui amènent des savoirs en agriculture au Québec. Il y a 50 ans, on n'avait pas la quantité de fromage ou de vin qu'on a maintenant, mais on nous a appris avec des savoirs à les appliquer dans un territoire sans avoir à transformer le territoire. Il y a cette éducation-là qui peut avoir lieu sans vouloir non plus modifier le territoire outre mesure. Je le vois, là, il y a des serres qui s'installent
dans les parties plus nordiques. On a justement des serres à longue pointe de Mingan, c'est super le fun, tu sais, mais ça a ses limites dues à la température, dues aux ressources énergétiques que ça peut demander de faire des serres dans des lieux éloignés. Puis ça va demander aussi beaucoup plus nourrir le territoire. Fait que, oui, mon amour. Oui, je sais, je vais lui dire que tu es là, ma chérie. La télé a oublié que ma fille est là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, c'est beaucoup de connexions. Oui, mon amour. Oui, je sais. Donne-moi 2 minutes. Ah, elle sait qu'elle est vue, excusez-moi. Ce que je disais. Ah oui, ça fait que c'est toutes des petites choses, même des liens, mais il faut voir que dans des solutions, il ne faut pas amener des nouvelles problématiques. Il ne faut pas aller épuiser d'autres lieux parce qu'on y voit une solution. Il ne faut pas non plus voir juste les béquilles comme étant des solutions qu'on va pouvoir voir dans les 500 prochaines années. Donc, si je reviens à ça, là, de voir les territoires qu'on a pris pour acquis, qu'on a mis des stationnements dessus, mais peut-être qu'il va falloir qu'on fasse le travail de décontamination, de prendre soin du territoire, puis d'éduquer les nouvelles générations à faire à manger. Je veux dire, c'est con de même, mais moi, quand je suis sortie de ma communauté, je ne savais pas faire à manger. Je savais utiliser des canages, mais je ne savais pas cuisiner. Puis depuis que je sais cuisiner, justement, ces solutions rapides-là sont venues se faire remplacer par des solutions beaucoup plus à long terme, puis avec beaucoup plus de connexion à mon assiette. Merci, Absolument. excusez-moi encore. Mais non, mais c'est super, merci beaucoup. Diego, je te laisse une réponse rapide, puis après ça, on va passer aux questions de la salle. Oui, pour revenir, en fait, l'importance de regarder les solutions comme une approche systémique, c'est-à-dire l'une des conséquences concrètes des changements climatiques, puis on l'a vu un peu déjà cette année, ben c'est les extrêmes font en sorte qu'il y a une baisse de rendement, une baisse de productivité chez les producteurs de fraises, par exemple, au Québec. À l'échelle mondiale, ça va peut-être parfois se transposer sur des certaines bouffes qui vont commencer à coûter beaucoup plus cher que ce qu'on avait eu l'habitude de payer. L'un des effets probables, c'est que la part des budgets des ménages attribués à l'alimentation risque d'augmenter. C'est déjà le cas concrètement en ce moment quand on regarde les statistiques. La part que les Québécois attribuent à l'alimentation dans leur budget a soit augmenté, soit ils ont réduit la quantité de bouffe qu'ils mangeaient. L'importance d'augmenter la littératie alimentaire à temps, et ben, en fait, c'est juste d'anticiper ça. C'est de se préparer. Quand on parle, par exemple, de connaître son territoire, de connaître des capacités de transformer un peu soi-même des produits bruts, ben, c'est des choses qui vont faire en mesure que la population québécoise va être plus résiliente. L'agriculture québécoise va être plus résiliente au changement climatique. Il faut vraiment voir, souvent le blâme est porté juste sur les producteurs agricoles, mais le système agroalimentaire, ça va vraiment de la production à la transformation, à la distribution et aux consommateurs dans un premier temps. La problématique n'est pas seulement à regarder du côté de l'offre. Donc l'offre, je sous-entends les producteurs. Mais c'est important de se rendre compte que la solution, elle est sociétale, elle n'est pas juste du côté des producteurs. Parce que les producteurs, en plus, eux, sont soumis à des exigences. On sait que c'est dur d'être producteur, souvent même pour ceux qui ont des productions animales, on leur demande d'avoir des compétences de vétérinaire, des compétences de comptable, des compétences céréalières, des compétences en termes même de chimique. C'est 5 boulots dans un, là, d'être producteur la plupart du temps. Et en plus, on leur demande de s'ajuster tout un ensemble de transformations sociétales. Quand on voit que le reste de la société, eux, ils sont peut-être frustrés aussi de voir que le reste de la société n'évolue pas, ou on leur demande pas la même contribution on leur demande à eux. Je pense que c'est important de se rendre compte que la contribution, si on veut voir les systèmes agroalimentaires évoluer, elle doit être de la société au complet et pas seulement du côté de l'offre. Et ça, c'est valable au Québec et c'est pas valable partout dans le monde. C'est pas seulement quelque chose qui est valable au Québec. Je pense qu'on serait peut-être même pas capable de le faire juste au Québec si c'est pas le reste du monde qui le fait en même temps. Ouais. Merci Diego. Je vais passer maintenant aux questions de la salle. Je vais commencer d'en haut. On va essayer de garder nos réponses en toutes 2 minutes si on est capable là, pour les panélistes parce qu'il y a quelques questions puis il nous reste 20 minutes. Première question de Rachel Charbonneau qui dit: que faudrait-il faire pour changer notre système alimentaire? Puis là, Rachel mentionne comme quoi ça fait des années qu'on en parle, qu'on dit qu'il y a des problèmes dans l'agro-industrie, qu'il y a de l'appauvrissement, il y a plein de problèmes, mais pourquoi est-ce que depuis ce temps-là, ça change toujours pas? Fait que je vous dis, mettons, bravo, vous êtes rendu premier ministre. C'est quoi les premières affaires que vous faites pour changer le système alimentaire puis vraiment régler le problème?
Y a-t-il quelqu'un qui a déjà des solutions? Je vais en présenter quelques-unes, puis je laisserai les autres enchaîner après ça. Euh, donc, j'avais parlé un peu plus tôt, c'est un enjeu qui me touche à cœur, c'est le côté de la souveraineté alimentaire. Donc, il y a au niveau de la production, mais là, je vais peut-être le ramener plus au niveau des individus. Donc, puis probablement que Marianne va pouvoir continuer aussi, mais c'est de commencer à s'engager, à cultiver pour soi, chez soi, juste pour, comme premier geste pour se reconnecter avec la terre. Donc, partir son petit jardin, si on a la capacité, si on a l'espace dans sa cour, sur son balcon, ou tout simplement commencer avec peut-être des fines herbes en pot dans sa maison, faire les choses qu'on a envie de manger en premier, qu'on peut cultiver. Donc, y aller avec ce concept-là. Donc, on avait parlé peut-être la dernière fois là, des concepts qu'il y avait eu durant la Deuxième Guerre mondiale, des Liberty Gardens. Moi, le nom de ma ferme s'appelle Les Jardins Lacou. Ça vient du créole haïtien, ça veut dire le jardin de cour. C'est vraiment le concept de l'autonomie alimentaire, puis de cultiver les choses chez soi, autour de soi et avec sa communauté. Donc, déjà, ça serait une première politique que je pourrais mettre en place. Donc, une politique de, euh, d'apprendre à cultiver chez soi, puis de faire pousser des trucs qu'on a envie. D'un point de vue plus accès aux terres, euh, il y a le concept des fiducies foncières agricoles que je trouve extrêmement intéressant et très peu connu des agriculteurs, du grand public et des institutions financières qui pourraient aider à financer l'acquisition de terres agricoles de cette façon-là. Donc, ça serait vraiment de donner un coup de pouce à cette avenue-là d'accès aux terres et de protection des terres dans le cadre de nos politiques. Puis, me développer en termes d'autonomie alimentaire les concepts des pôles alimentaires de distribution. Donc, vraiment faire en sorte qu'on soit à plus petite échelle, pas nécessairement des grosses échelles, des grandes chaînes de supermarchés, mais que les producteurs agricoles, les petits transformateurs, les petits distributeurs aient des réseaux dans lesquels ils peuvent s'organiser avec des infrastructures à plus petite échelle pour être capables de favoriser la distribution locale de produits et accessibles et qui sont aussi cultivés de façon plus saine, à la fois dans la production, mais dans la façon que les humains sont traités dans le processus aussi. Donc voilà, trois idées. Merci, Jean-Philippe. C'est exactement 2 minutes en plus. Marianne, si tu avais la main levée, puis tu as gagné mon vote, hein, Jean-Philippe, je tiens à te le dire. Ah, c'est bon. Ben oui, moi aussi, je voterai pour Jean-Philippe demain. My God. Ben, c'est sûr que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être nommé. Puis, tu sais, si j'étais la personne, son bras droit, je dirais, oui, jardiner chez soi, mais en fait, moi, je suis une très, très grande fan des jardins collectifs, hein. Donc, la différence entre un jardin communautaire et collectif, c'est communautaire, c'est des parcelles individuelles, alors que collectif, c'est tout le monde partage une immense parcelle et se met à la table, voyons, se mettre les mains à la pâte. Puis, en fait, ce qu'on se rend compte, ces dernières années, hein, il y a des listes monumentales de listes d'attente pour avoir accès à un jardin communautaire. La demande est criante. Et c'est pas nécessairement les gens qui en ont le plus besoin qui ont accès au jardin communautaire. C'est simplement ceux qui l'ont pris au bon moment. C'est une opportunité comme une autre. Donc, ça met pas de l'avant nécessairement les besoins véritables qu'on peut avoir. Donc, dans un jardin collectif, il n'y a pas de liste d'attente. Tu viens, il y a toujours de la place pour quelqu'un d'autre. Puis, tant mieux si on est plus à faire moins d'efforts et avoir plus de récoltes à partager en retour. Puis, de plus en plus, la Ville de Montréal et d'autres villes au Québec se rendent compte de l'aspect un peu plus, justement, horizontal et accessible à tout le monde des jardins collectifs. Donc, je pense qu'il faut des vrais programmes de jardins collectifs au Québec. Ça l'aiderait premièrement, à ce qu'il y ait un lien direct entre chaque personne et un jardin, puis l'étendre à tout le monde. C'est sûr que là, moi, j'ai un rêve qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, c'est un revenu minimum garanti pour les agriculteurs. Ça serait, selon moi,
la base. Je sais qu'on a des accords internationaux en ce moment qui nous interdisent de le faire, puis ça me rend un peu folle. Mais si, par exemple, les accords internationaux n'existaient pas, là, ben, c'est la première chose que je ferais comme première ministre. Sinon, au moins, faire des subventions pour encourager l'autonomie alimentaire locale. Il y a des subventions pour faire du maïs, du soya. C'est pas pour rien que nos agriculteurs, ils font ça. C'est que c'est la façon la plus facile en ce moment de vivre de son métier. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment des mesures saines qui encouragent notre relève agricole à remplir notre garde-manger. Pour moi, ça irait de soi. Puis bon, à amener l'aspect communautaire, les pôles alimentaires ultra-locales, je pense aussi que ça fait partie de la solution. Puis un peu plus au niveau de l'accessibilité, hein, je voyais beaucoup de réflexions au niveau des paniers bio et tout ça. Je pense qu'un système qui est en train de se développer, c'est les coupons nourriciers. Donc, à Montréal, on a la carte proximité qui est en train de s'étendre. Puis, il y a d'autres villes comme Victoriaville et autres qui sont en train de faire leur propre démarche. Donc, c'est de permettre d'avoir une carte pour que les gens puissent se payer des légumes sains, biologiques, locaux à faible prix sans diminuer le pouvoir d'achat pour les producteurs pour qu'il y ait un revenu en conséquence. Donc, je pense qu'il faut aller vers ce genre d'initiative-là pour permettre d'avoir plus d'argent au niveau des producteurs et aussi plus d'accès aux aliments pour les mangeurs-mangeuses. Alors, je passe peut-être à une autre question, à moins que Mélissa et Diego voulaient faire part de votre campagne en tant que premier Ah, ministre. Moi, c'est j'ai peut-être, decolonize all the shit, là. C'est pas très original. Ouais, Diego, vas-y. euh, en ce moment, on se rend compte, oui, il y a les mesures de cohérence au niveau des politiques agricoles. On se rend compte que parfois, il y a certaines mesures qu'en fait, elles ont des effets opposés. Donc déjà, de regarder la boîte à outils existante, de s'assurer que les mesures qui sont en place n'ont pas des impacts opposés. Quand on prend en considération les nouvelles, enfin pas les nouvelles, mais les variables qui sont l'environnement, la société et l'économie. Et puis l'autre point, ce serait de regarder un petit peu en ce moment, il y a une réforme de la PAC, par exemple en Europe. La PAC, elle a deux manières de distribuer l'argent aux producteurs agricoles. Il y a le premier pilier et le deuxième pilier. Le premier pilier, tu touches l'argent en fonction en fait, du nombre d'hectares que tu as, ce qui fait en sorte que les gros producteurs ont souvent plus d'argent que les autres. Puis le deuxième pilier, en fait, c'est ta rétribution qui est rattachée à d'autres considérations, et notamment les performances environnementales. Et je pense aujourd'hui que cette réforme qui est en train d'avoir lieu à la PAC, c'est quelque chose qu'il va falloir, c'est une logique qu'il va falloir avoir dans l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire de commencer à rétribuer les producteurs qui mettent en place des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques-là, elles sont connues, elles sont faciles à référencer, de commencer à inciter le producteur en allant jouer directement dans son exercice comptable, parce qu'on en a parlé, les producteurs fonctionnent sur des marges qui sont fines, fonctionnent sur un emploi du temps qui est serré. Si on commence à pouvoir les inciter concrètement en allant jouer sur leur bilan financier, en rétribuant euh, ces bonnes pratiques-là environnementales, je pense que déjà on aura gagné on aura fait de gros pas. Merci beaucoup, Diego. Je vais passer peut-être à une dernière petite question. On aurait peut-être le temps pour deux. Euh, Il y a Céline qui pose la question, comment améliorer la demande en panier fermier biologique? Nos fermes ont besoin de nous, pardon, pour le bénévolat, etc. OK, je vais peut-être élargir la question en disant comme quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus largement pour supporter ou soutenir les petits producteurs au Québec? Est-ce qu'il y en a? Ouais. Je vais Peut-être aller- oh, vas-y, Jean-Philippe, vas-y. très rapidement pour te laisser du temps. Je pense que quand on parle de peut-être d'agriculture bio ou de culture plus éco-responsable, faite par la majorité des petits producteurs, il y a vraiment une question de faire en sorte que les aliments qu'on achète dans les grandes surfaces, qu'on paye le juste prix en tant que société. Parce que ce qu'on paye des produits qui sont importés du Mexique, etc., ou de l'étranger, qui se retrouvent souvent être moins chers que nos produits ici, mais c'est parce qu'il y a il y a un coût qui est ce qu'on appelle un coût environnemental, vu qu'on est dans le cadre de cette discussion-là, qui n'est pas payé dans ces produits-là, qui n'est pas pris en compte, qui est extériorisé
externalisé, qu'on dit en anglais. Puis, le fait que les produits, en final, cultivés de façon éco-responsable sont plus chers, mais c'est parce que le producteur, ben, nous, on assume l'ensemble de ces coûts-là et pour produire notre nourriture. Donc, à la fois les qualités de terreau, les qualités de semences. Des fois, ça prend un peu plus de temps. On utilise moins les pesticides, donc on va utiliser des moyens plus soit mécanisés ou à la main pour gérer les pestes, les mauvaises herbes, etc. Puis tout ça, ça vient avec un coût en ressources humaines, un coût en équipement, un coût en infrastructure que nous, on doit prendre en compte, qui se reflète dans les prix si on veut en vivre. Donc, qu'on ait une discussion générale en tant que société sur quel est le vrai coût qu'on doit payer pour nos aliments. Moi, je pense que ça pourrait partir de là. Super. Marianne? Oui, pour faire rapidement, ben, d'accord avec tout ce que Jean-Philippe vient de dire, c'est une belle façon de nommer pourquoi ça coûte ce prix-là. Fait qu'à chaque fois que vous pouvez acheter local, faites-le. C'est la meilleure façon d'encourager nos fermiers d'ici. Puis ça, en fait, c'est jusqu'à la semence. Euh, Moi, je suis dans l'organisation de la Fête des semences de Montréal qui va être le 3-4 février prochain. Puis en fait, s'en suivent souvent toutes les autres fêtes de semences du Québec. Si vous voulez savoir et où la vôtre, allez sur Facebook, réseau des fêtes de semences, vous allez pouvoir voir votre date. Puis, donc, de la semence, puis après ça, à chaque élément que vous pouvez encourager dans votre système alimentaire, je pense vraiment c'est une belle façon de soutenir nos producteurs, puis d'alléger les coûts. Au final, plus qu'il va y avoir de personnes qui vont en consommer, plus ça va être facile d'en vivre, puis d'alléger les coûts en conséquence. Super, merci beaucoup. Je vais passer à la prochaine question, mais juste avant, Jean-Philippe et Diego, il y a des questions qui s'adressent à vous directement dans le chat. Je pourrais peut-être vous laisser y répondre par écrit. Euh, une seconde. C'est ça. Si les agriculteurs et agricultrices peinent à gagner leur vie, comment fait-on pour encourager les gens, en particulier les jeunes, à se lancer dans cette activité en agriculture? Grosse question. La relève, c'est tout un enjeu au Québec. Et puis Anne-Marie se l'avait mentionné, Marianne, pardon, le prix des terres, ça l'aide vraiment pas. Aurez-vous des initiatives, des façons d'inciter les jeunes à aller travailler la terre? Ouais. Ouais, c'est sûr que, bon, à la base, il y a les questions d'accès à la terre, puis au métier en tant que tel. Mais si on enlève ce fait-là, je pense que, bon, si on regarde le portrait de l'agriculture, mais il faut faire en sorte que ce soit attrayant pour les jeunes par davantage on va dire de beaux modèles mis de l'avant pour une diversité de personnes dans la société. Euh, Moi, j'ai pris un peu sur mes épaules d'être, pour beaucoup de gens des communautés afrodescendantes, avec d'autres personnes, d'être ces modèles-là pour encourager une relève. Mais je pense que chacun, on peut le faire dans nos régions, dans nos communautés aussi, puis montrer euh, une vision différente, qu'on peut dire, de l'agriculture par tout ce qu'elle apporte comme autre aspect positif, par un contact, au niveau de la santé, du bien-être, etc. Puis de présenter ça comme un mode de vie puis en ayant les aides, peut-être plus juste au niveau des aides financières gouvernementales, d'en faire aussi un métier qui est viable et profitable financièrement pour supporter sa famille. Mélissa. Merci, Jean-Philippe. Euh, il y avait tantôt une question, puis je pense que ça m'a aussi inspiré pour ça, sur comment aussi rendre plus accessibles les paniers bio, puis l'agriculture bio, puis ça. Puis je me suis dit, il y a moi je suis tellement avec mon enseignement, puis la culture, puis tout ça, là, mais euh, qu'est-ce que tu fais avec une carotte puis un panais quand on n'a jamais cuisiné? Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, là, j'étais à la fin du primaire à Mingan, puis c'était la première fois il faisait faire une dégustation de crudité. Puis je me rappelle parce que c'était la première fois que certains légumes, je les avais vus de proche de ma vie. On était patates, carottes, navets là, dans les années 80. Fait que, il y a cette éducation-là aussi, il y a ce rapprochement euh, aux légumes, aux produits aussi du terroir. C'est difficile, tu sais, quand. Puis là, je prends vraiment mon exemple, parce que c'est la seule que je peux communiquer vraiment, là, c'est l'éducation alimentaire qu'on a eue, c'est aussi l'attachement culturel qu'on a aux aliments qu'on mange. Fait que présentement, beaucoup de communautés plus pauvres
qui ont grandi puis on espère justement que cette espèce de pauvreté qui nous a été collée au dos commence à disparaître, ben, on s'est attaché à certains aliments qui apportent de la joie. Tu sais, moi, je disais le McDonald's, là, on en avait parlé pendant la rencontre. Je dis, le McDonald's, pour moi, c'est quelque chose qui était c'est une célébration parce que quand on sortait de la communauté puis qu'on allait en ville, on avait le droit d'arrêter au McDonald's, puis de manger puis, tu sais, puis il y avait un jouet ou tu sais, il y avait des jeux, il y avait quelque chose qui était un attachement d'une joie, puis aussi d'une accessibilité qu'on n'avait pas par le passé. Puis aujourd'hui, là, on arrive à un moment donné où ce que la transition écologique, ça veut aussi vouloir dire beaucoup d'enjeux de justice climatique. Et on va demander quasiment aux gens de s'appauvrir idéologiquement, tu sais, de faire de l'auto-appauvrissement parce que pour simplifier la vie, alors que pour certains groupes, on atteint pour la première fois le même niveau économique que des groupes allochtones, par exemple, tu sais, eux autres, ils avaient accès à ça tout le temps, puis pas nous autres. Fait qu'en nous demandant de ralentir, puis de s'appauvrir, parce qu'on le voit présentement, les personnes en arrachent, je veux dire, les agriculteurs en arrachent, fait que là, on dirait, ah, ben, va en agriculture, mais c'est ça, vous voulez que nous autres, les personnes brunes, s'appauvrissent encore, puis on vous amène vos patates dans vos tables. Tu sais, c'est ça qu'il va y avoir aussi comme réaction. C'est qu'il y a ce contexte de justice climatique, de justice environnementale qui doit venir aussi dans une réflexion liée à la ferme, liée à la terre, puis de voir aussi à quel point, justement, on a amené les fermiers puis les agriculteurs dans une espèce de goulot compliqué pour faire pousser des choses. Puis, tu sais, je veux dire, culturellement, même les pelouses, tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de jardin sur l'aventure de beaucoup de terrains dans des municipalités? Tous ces enjeux-là, c'est comme montrer que c'est des pièges pour ne pas y aller parce que ça veut juste dire difficulté, appauvrissement, complications. Il faut voir aussi à quel point on a enclavé l'agriculture, puis l'agriculture urbaine, puis les paniers bio dans soit quelque chose qui est accessible à seulement des gens qui ont des gros portefeuilles ou soit inaccessible à des personnes, ça va juste nous garder pauvres dans certains contextes. Fait que je sais que ça a l'air compliqué, puis je vois à gauche puis à droite, mais c'est vraiment de se rendre compte que ça aussi, c'est un défi qui s'en vient. Puis je pense qu'on n'en a pas encore assez parlé non plus. Euh, ben, on le voit là, cette année, je pense qu'avec l'inflation, mais pourtant, on devrait avoir capacité d'accéder à la nourriture, tout le monde, mais on voit les paniers être de plus en plus demandés justement dans le contexte des comptoirs alimentaires. Là, c'est quelque chose qui est anormal, mais qui ne nous sonne pas encore assez de cloches. Et présentement, ben, certaines des alimentations les moins santé sont les plus riches en calories, donc vont nous tenir au corps. Fait que, tu sais, entre une pomme et un sac de chips, il faut vraiment qu'on comprenne ça aussi dans le contexte de difficultés financières pour beaucoup de familles, puis pour certains groupes qui ont été mis en pauvreté pendant tellement longtemps que maintenant, ils ne veulent même pas avoir cette discussion-là parce qu'ils sentent que c'est encore quelque chose qui nous garde dans la pauvreté, qui nous garde dans cette espèce de, de, de- de société à part. Excusez-moi. T'as super arrêté de t'excuser, man. Et je sais, mais Euh, je parle dans 50 000 directions. on est là pour ça. Diego, toi qui n'as pas encore parlé, tu veux avoir le petit mot de la fin? Ce serait le dernier propos. Puis après ça, je passerai la balle à Marie. Désolé pour les questions dans le chat qui n'ont pas été adressées. Vous pouvez nous contacter par courriel si jamais quoi que ce soit, si vous voulez continuer la discussion aussi. Sinon, J'étais Diego, je te justement, laisse. j'étais justement en train d'essayer de répondre à Francis Lapierre. Euh, Mot de la fin. Tu prends un peu sur le vif. Ouais. Euh, non, je vais revenir à l'importance de considérer la question de la sécurité alimentaire euh, dans, quand on adresse la question de la transition. Je voyais des questions, par exemple, dans le chat qui notait à juste titre la baisse de demande des paniers bio depuis la fin du Covid. Il y a un facteur économique qui explique très bien ça, c'est la baisse pendant le Covid, les gens ont épargné. Donc l'épargne était plus facilement redirigée vers ce type de panier. Et en plus de ça, il y avait tout un élan de solidarité nationale, notamment porté par les politiques, qui poussait aussi à l'achat de ce type de panier, que ce soit l'épargne ou le mouvement de soutien politique a un peu disparu depuis. Donc ça, c'est quelque chose, les raisons là en tout cas moi que je peux donner, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment, quand on regarde aujourd'hui la transition des systèmes agroalimentaires,
ben, ça revient à la question de la sécurité. Et la sécurité alimentaire, c'est surtout la capacité de de sa- excusez-moi, je cherche le mot, C'est de, apprivoisé. non, d'approvisionnement. OK, parfait. Euh, et l'approvisionnement, malheureusement, c'est aussi relié beaucoup à la valeur économique. Et dans un contexte actuel, on ne peut pas se couper sous prétexte de réforme, d'envoyer des signaux prix trop forts qui pourraient mettre à mal certaines catégories de la population. Des signaux prix, c'est-à-dire l'utilisation du signal prix, c'est potentiellement faire augmenter le coût de l'alimentation. Donc, c'est tout un casse-tête. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, moi compris, là, qui ne trouvent pas de solution, enfin, qui en cherchent, mais c'est un beau casse-tête de, 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 de prendre en compte aujourd'hui toutes les variables et tous les enjeux que le secteur agroalimentaire doit faire face, tout en maintenant la capacité à s'approvisionner pour les populations. Donc, c'est pas très possible. Ah, j'ai un mot de la fin qui est optimiste. C'est, on en parlait d'ailleurs avant le début de la rencontre ensemble. C'est à la COP28 qui est le sujet principal de notre, et puis la raison de notre présence aujourd'hui. La FAO a émis ce qu'ils appellent en anglais les roadmaps. Donc, quelque chose de similaire qui avait été proposé par l'Agence internationale de l'énergie. En fait, le but, c'est de proposer des actes c'est d'engager concrètement les États à intégrer dans les contributions nationales déterminées, les fameux NDC, une roadmap dédiée uniquement au secteur agroalimentaire et comment ce secteur agroalimentaire peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant aussi aux objectifs d'adaptation. Le but, c'est que les États ont 2 ans pour produire cette roadmap et de la présenter et de l'intégrer dans leur NDC à l'horizon de la COP 30 qui aura lieu au Brésil. Donc, c'est la bonne nouvelle de ce début de semaine. Et puis, je ne sais pas si c'est le bon mot de la fin, mais J'ai bien aimé. Merci, Diego. Sinon, vous pouvez aller voir dans le chat aussi. Marianne a laissé les informations par rapport à potentiellement un nouveau programme au Collège Antique. Je remercie encore une fois les panélistes d'être présents. Je suis content de savoir que vous êtes tous là à mettre les mains à la pâte pour parler ou adresser ces grands problèmes-là. Merci encore d'être là. Marie, je te lance la balle. Merci Jamie. Ben, écoutez, c'était vraiment une superbe discussion. Merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces perspectives culturelles, sociales et économiques qui étaient super diverses. Puis c'est pour ça que les dialogues, c'est aussi intéressant et aussi riche. Donc, merci à toutes et à tous aussi pour votre participation. J'espère que vous avez quand même apprécié notre belle discussion. C'était le dernier panel des dialogues pour le climat. Si vous n'avez pas suivi les autres panels, vous pouvez aller les voir encore une fois sur notre page YouTube. N'hésitez pas à le faire. Et ben vraiment, on a été super ravis de pouvoir organiser tous ces beaux événements. On en a eu quand même 29 en tout. Donc, on est très heureux pour ça. Puis, toujours des beaux échanges et des belles discussions. Est-ce que Diego, tu avais levé la main? Non. non, je voulais mettre les petites mains qui applaudissent. Ah oui, non, on n'a pas, c'est un webinaire, il n'y a pas de main qui applaudit, Je l'applaudis. malheureusement. Tu vas pouvoir faire juste ça. Parfait, bon, ben, passez une belle soirée, puis on se retrouve l'année prochaine pour les dialogues, l'édition 4. Bonne soirée.